Donc, merci beaucoup d'être là. Ça va bien, tout le monde? Good. J'espère que vous avez profité de l'Halloween hier pour voler la moitié des bonbons que vos enfants ont durement récoltés. C'est ce que j'ai fait, en tout cas. Je m'avoue coupable. Aujourd'hui, je suis venu vous parler d'intelligence artificielle, et plus particulièrement d'intelligence artificielle générative. Mais il y a quelque chose que je veux mettre au clair tout de suite. Je ne suis pas venu vous expliquer comment rédiger un courriel plus rapidement. Je suis venu vous expliquer très concrètement des cas pratiques, comment aujourd'hui l'intelligence artificielle générative impacte les départements de maintenance et de fiabilité dans les entreprises autour du monde. Ça va être concret, ça va être centré sur des idées, des applications pratiques liées autour de l'IA générative. Et j'aimerais commencer avec cette question-là en entrée de jeu. Qui a déjà essayé ChatGPT dans la salle? À main levée. C'est bon, à peu près la moitié. Deuxième question, sous-question. Qui l'utilise concrètement, quotidiennement, là, au moins une fois par semaine dans son travail? Ah, pas mal moins, hein? J'ai posé la même question au printemps dernier. Au même événement de Maintenance Québec, il y avait à peu près 2 personnes qui avaient levé la main. Donc, au moins, il y a une tendance vers le positif. Je veux être sûr que vous compreniez quelque chose. On vit aujourd'hui dans une période technologique d'innovation sans précédent. On a aujourd'hui, ChatGPT, entre autres, des outils qui peuvent vous permettre de résumer 200 pages de manuels utilisateurs et de documentation en quelques secondes. Le printemps dernier, un concours d'art international a été gagné par une intelligence artificielle. Personne ne s'en est rendu compte jusqu'à ce que l'auteur dévoile que ce n'était même pas son œuvre, c'était une IA. Puis aujourd'hui, dans le milieu de la biologie, l'IA générative a permis de recomposer la structure 3D de 98% des protéines humaines. Qu'est-ce que ça change dans la vie? Ça change qu'on a découvert un nouveau vaccin pour la malaria grâce à une meilleure compréhension des protéines humaines. Pendant des décennies, les plus grands chercheurs au monde sont seulement arrivés à structurer 14% des protéines. Ça, c'est la révolution technologique d'aujourd'hui. Ce qui est le plus fou, moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que c'est arrivé en dedans de 11 mois aujourd'hui. Le 30 novembre dernier, ChatGPT était lancé. Fait que ceux qui l'ont utilisé, si vous l'avez utilisé avant le 30 novembre, dites-moi comment vous avez fait. Mais ça fait moins d'11 mois que cette technologie-là est disponible. Ça, c'est l'affaire la plus fou. C'est la vitesse à laquelle la technologie avance. La deuxième chose qui est la plus fou, c'est que ChatGPT, c'est gratuit. Il y a une démocratisation aujourd'hui de l'intelligence artificielle qui est sans précédent. Chez Vuban, on fait ça depuis 6-7 ans maintenant et on n'a jamais vu la démocratisation qu'on a sur l'accessibilité des outils d'IA d'aujourd'hui. Donc, on a la chance ensemble de vivre dans une période technologique sans précédent. Aujourd'hui, je vais faire 3 choses avec vous. D'abord, je vous l'ai dit, je vais venir vous présenter des exemples concrets appliqués d'intelligence artificielle générative appliquée à la maintenance. Pas de buzzword, pas d'article LinkedIn, pas de clickbait, rien de ce qui pollue vos médias, des exemples appliqués qui vont vous parler. La deuxième chose que je veux faire, c'est un reality check. La vérité que vous vivez probablement dans chacune de vos entreprises, c'est qu'au Canada, on a un retard de productivité important par rapport à nos compétiteurs internationaux. Au Canada, ça fait 3 années consécutives que la productivité moyenne d'un travailleur diminue. Et aujourd'hui, on est seulement à 70 de la productivité des États-Unis. Ça, c'est la réalité. Lorsqu'on mélange ça à la pénurie de main-d'œuvre, on a une belle recette de défis. Puis il faut au moins être conscient. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes là ce matin. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il manque plein d'entreprises qui ne sont pas là pour avoir le même reality check qu'on a au niveau de notre situation de productivité et d'innovation au Canada. La dernière chose que je veux faire avec vous, c'est vous partager des idées et des solutions concrètes que vous pourriez mettre en action dans vos départements respectifs dès demain sur comment est-ce que vous pourriez au moins commencer à réfléchir aux quick wins, aux use cases que vous pourriez utiliser l'IA dans chacune de vos entreprises, encore une fois, en mode quick win. Ça va? On a un plan de match? Good. Seul slide sur Vuban, ça va être très rapide. Donc, qui on est, Vuban? On est une firme québécoise fondée dans la ville de Québec, 12 ans maintenant d'existence. Et on a la chance de se situer comme la plus grande firme de services en intelligence artificielle au Canada. Donc, c'est une firme québécoise qui est les plus gros au Canada. On peut en être fiers. On est 135 employés, dont 25 AI scientists. Nos AI scientists, c'est nos doctorants et postdoctorants en intelligence artificielle. Donc, définitivement des gens plus calés que moi-même pour vous donner les fins détails. On a des bureaux à Québec et Montréal
Et plus de 200 projets réalisés là, dans une variété d'industries. Je voyais Guy ce matin, on travaille dans le milieu des grues, on travaille dans les pâtes et papiers, on travaille avec des porcs, puis on travaille dans les patates. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu le projet Patate Dolbec dans les médias? À main levée? Une personne, deux personnes? Trois, quatre? Pas pire. Aujourd'hui, il y a un producteur de patates qui est, en passant, un des plus gros producteurs de patates en Amérique du Nord, qui s'appelle Patate Dolbec, qui utilise l'intelligence artificielle pour trier les patates. Comme ça, si vous payez cher pour des belles patates, vous êtes sûr de ne pas avoir des patates pourries ou malades dans votre sac. Donc, on fait le triage des patates. Donc, on travaille vraiment tout azimut au niveau des industries. Une question que vous devriez vous poser, et que définitivement, nous, on se fait poser souvent, c'est qu'est-ce que nous réserve la prochaine vague de technologie? Je vais vous dire, spoiler alert, ce n'est pas Terminator. On entend beaucoup parler dans les médias, puis aujourd'hui, la plupart des films qu'on voit, on dirait au cinéma, le grand méchant loup, c'est l'intelligence artificielle qui prend le contrôle du monde. Ce n'est pas ça, la prochaine vague technologique, on n'est pas là. La prochaine vague technologique, c'est des entreprises comme aux États-Unis qui déploient l'intelligence artificielle dans des commerces, notamment pour personnaliser ce que vous voyez des publicités. Ça, c'est complètement fou, là. Vous voyez ici une cliente qui magasine. Le magasin utilise des caméras de vidéosurveillance pour prédire différentes caractéristiques sur la personne. Donc, pas de reconnaissance visuelle, juste dire cette personne-là a l'air d'avoir à peu près 29-30 ans, c'est une femme, son émotion est neutre. Et le magasin ajuste en temps réel les publicités au-dessus de sa tête qu'elle va voir pour que la publicité soit parfois autogénérée ou d'autres fois juste ajustée selon la personne. Fait que si vous allez aux États-Unis, peut-être même sans le savoir, les publicités que vous êtes en train de voir sont personnalisées à vous puis aux data qu'aujourd'hui le commerce est en train de capturer sur votre personne. C'est capoté, là. Coca-Cola. Ce que j'aime encore plus capoté. Coca-Cola, lorsque ChatGPT a été lancé en novembre dernier, quelques semaines plus tard, ils ont été la première entreprise à nommer un haut officier, en anglais Head of Generative AI, donc chef de l'IA générative. Ils ont été dans les premiers à se lancer là-dedans. Et ils ont lancé une campagne de pub. Ils ont regroupé les outils d'IA générative textuelle, ChatGPT, des outils de création d'images, et ils ont mis ça dans une plateforme pour laisser les clients ou des utilisateurs d'Internet créer la vraie magie. La vraie magie, c'est quoi? C'est une publicité de Coca-Cola personnalisée selon ce que les gens veulent en faire. Coca-Cola, dans cette campagne-là, a généré plus de 2000 images publicitaires qui, aujourd'hui, sont intégrées dans les promotions que Coca-Cola va faire sur des panneaux, sur des billboards et compagnie. Donc ça met pas en péril, mais ça re-challenge tout ce que les départements marketing font aujourd'hui dans ces entreprises-là, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas eux qui créent les pubs, c'est leurs clients qui créent les publicités. La dernière petite chose sur Coca-Cola, fun fact, l'IA a créé une nouvelle recette de Coca-Cola qu'aujourd'hui Coke est en train de produire. Bientôt, là, vous allez aller au supermarché, il va y avoir une canette que la recette a été créée, pas par un humain, mais par un ordinateur. Puis lorsque ça va être sorti, je vous dirai si c'est bon ou pas bon, là. On verra rendu là. Mais ça, aujourd'hui, c'est ce que les grandes sociétés font. Maintenant, je ramène ça concrètement vers votre réalité, vers la maintenance, vers nos entreprises. J'aimerais qu'on parte avec cette statistique-là pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. L'IA, aujourd'hui, va remplacer le travail manuel intellectuel, donc le Intellectual Manual Labor, de la même façon que les robots ont remplacé le travail physique. Vous avez probablement la même réalisation que moi. Je travaille dans l'industrie manufacturière depuis bientôt 15 ans, en fait, un peu plus de 10 ans maintenant. Et ça me fascine que lorsque vient le temps d'acheter une nouvelle machine, lorsque vient le temps d'automatiser un procédé physique, on n'est pas gêné au Québec d'acheter des machines à 2, 3, 5 millions, une nouvelle CNC, une nouvelle presse, des nouveaux convoyeurs. Ça ne nous stresse pas, parce que c'est tangible, c'est physique. Mais lorsque vient le temps d'opérer ces machines-là, de les maintenir, on n'a aucun problème d'avoir une armée de personnes qui font des travaux parfois répétitifs, des tournées de plancher visuels pour aller identifier des bugs qui pourraient parfois être vus par des caméras. Tout le travail intellectuel, on se dit qu'il n'y a aucune façon d'automatiser ça, mais quelque chose de physique, ça, on peut prendre un robot. Aujourd'hui, ce que l'IA vient faire, c'est de remplacer le travail intellectuel, manuel, répétitif à faible valeur ajoutée.
La pénurie de main-d'œuvre, par main levée, combien de personnes ça leur dit quelque chose, qui vivent ça au quotidien? Là, je les veux presque toutes. Là, Sinon, vous avez une recette miracle du succès que vous devez absolument nous dire. Mais non, la pénurie de main-d'œuvre, ça vous parle. Je ne sais pas si vous le savez, mais au Québec, 49% des emplois vacants, c'est des jobs de moins de 29 piastres de l'heure. Puis le quart des emplois vacants, c'est des jobs de moins de 20 piastres de l'heure. Fait que concrètement, vous vous battez tous contre le même pool de talents qui se font sursolliciter par de multiples entreprises pour des travaux qui devraient en fait regarder vers une automatisation. Regardez comment l'IA peut vous aider. Fait que, j'ai notre VP qui fait souvent des conférences, puis il dit au lieu de mettre des pancartes "nous embauchons" là, devant votre usine, bien, essayez de regarder comment vous pouvez mettre des pancartes "nous innovons", puis de regarder comment vous pouvez automatiser des tâches intellectuelles manuelles à faible valeur ajoutée. Ça devrait être la première façon que vous voyez l'IA dans votre entreprise. Puis si vous ne me croyez pas encore, je vais vous donner un dernier exemple d'aujourd'hui comment l'IA générative peut automatiser ces tâches intellectuelles manuelles. C'est capoté, là. C'est complètement capoté. Ça, c'est la nouvelle version qui va être lancée d'ici quelques semaines. Ça va coûter 20 piastres par mois. Pour 20 piastres par mois dans votre poche, vous allez avoir un assistant virtuel qui non seulement peut chatter avec vous, ça c'est déjà la version de ChatGPT, mais vous allez pouvoir lui envoyer des images. Fait que pour la petite traduction, là, il y avait juste la vidéo en anglais. Mais ici, on essayait de faire une opération de maintenance du vélo, de juste ajuster les sièges. Puis la personne était capable de dire « Voici mon vélo, comment est-ce que je dois descendre mon siège? » Donc là, on disait « Parfait, fais telle étape, trouve tel item. » Est-ce que c'est ça que tu me dis de chercher? Est-ce que c'est ça le bolt? Non, ça, c'était le bolt pour le lever et compagnie. Est-ce que j'ai les bons outils? C'est fou, là! Donc là, vous allez être en mesure d'avoir un assistant virtuel AI partout où vous allez qui peut vous aider dans n'importe quelle tâche de votre vie. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui sont bons en mécanique automobile, clairement pas moi, mais avec des outils comme ça, je serais game de m'essayer à essayer de changer quelques pièces de mon véhicule. C'est là que ça va. Concrètement, dans vos entreprises, lorsque vient le temps de faire la maintenance, voici la réalité. Non seulement vous avez la pénurie de main-d'œuvre, mais vous avez une main-d'œuvre qui sont parfois souvent vieillissantes. Puis des opérateurs qui sont capables d'opérer des machines à l'oreille, là, comme vous avez dans vos entreprises, bien, il y en a de moins en moins. Puis ces gens-là, lorsqu'ils partent d'entreprise, ils partent avec le savoir et avec la connaissance de comment troubleshooter, comment entretenir, comment maintenir ces machines-là. Imaginez-vous d'être en mesure de juste documenter, de prendre toute la documentation que vous avez sur vos machines, les manuels utilisateurs, les backlogs de votre GMO et compagnie, et d'avoir un chat GPT par-dessus qui va guider vos prochains utilisateurs à maintenir vos machines. Puis d'être capable de donner du feedback en temps réel si les personnes font les bonnes opérations. C'est là qu'on est aujourd'hui. Une étude de McKinsey a démontré que l'IA générative va être en mesure d'augmenter votre productivité et en fait d'automatiser vos activités jusqu'à 60 %. En date d'aujourd'hui, le 30 octobre, même pas, 1er novembre, le 2/3 de ce que vous faites ou presque va dans le futur pouvoir être automatisé par une IA générative. Les 2/3. Dans votre tête, vous dites « Non, pas moi, c'est clair, pas tout ce que je fais à chaque jour. »
Mais la vérité, pourquoi il vient de où, ce 60 %-là? C'est qu'une étude qui a été menée aux États-Unis en 2022 sur plus de 1500 entreprises a démontré que pour les travailleurs, c'est près de 30 de leur journée qui est passée à rechercher de l'information. Donc, lorsque vous devez faire une opération, c'est de regarder la chaîne de courriels que vous avez en reply, c'est de regarder vos manuels de maintenance, c'est de regarder toute votre documentation, c'est de regarder les anciens budgets, c'est de regarder partout où vous cherchez manuellement de la data. Savez-vous, c'est combien pour les dirigeants? Est-ce que c'est plus ou moins, à votre avis, pour les dirigeants d'entreprise? Plus? C'est 60 %. Presque le 2 tiers de votre journée est passé à rechercher de l'information, à appeler vos collègues, comment ça va sa ligne, à avoir des meetings d'équipe, à rechercher de l'information dans les manuels. Le 2 tiers, gérer les papiers exacts, le 2 tiers de vos journées, c'est passé à chercher de l'information. Fait que si vous êtes en mesure d'avoir un chat GPT qui est capable de tout lire et de tout être connecté sur vos bases de données, puis que vous puissiez chatter avec, poser n'importe quelle question, puis avoir les réponses instantanément, peut-être que vous venez de passer de 60 à 30, à 20. Mais déjà là, c'est des gains de productivité complètement incroyables que les entreprises qui se lancent en IA générative vont être en mesure d'aller chercher. Je vais vous présenter cette diapo-là. C'est une diapo, en fait, qu'on présentait il y a un peu plus de 2 ans, il y a 2 ans de ça, dans nos conférences. Donc, ce n'est pas nouveau, ce graphique-là. C'est une étude qui a été menée par Bloomberg qui s'intitule « Est-ce que votre job va être automatisé? » Fait que marquez Bloomberg sur Internet, est-ce que votre job va être automatisé? Ils ont recensé, je ne me souviens plus combien de milliers d'emplois, et ils les ont mis sur une charte entre, à gauche, très peu de chances d'être automatisé, et à droite, très grande chance d'être automatisé dans le futur. Fait que si vous voulez savoir si un robot va prendre votre job, allez regarder sur Internet, c'est gratuit, vous allez avoir l'information. Il y a 3 trucs que je veux souligner de ce graphique-là qui, je crois, sont pertinents pour vous. Le premier, c'est la concentration de bulles rouges que vous voyez à droite dans la section « Automatisable ». Le rouge, c'est des postes qui ne requièrent pas d'éducation formelle. Donc, lorsque je parlais que 49 % des postes à pourvoir, c'est du 29 $ et moins, puis le quart au Québec, c'est du 20 $ et moins, c'est souvent des emplois qui ne nécessitent pas d'éducation formelle. Et aujourd'hui, ce que la technologie nous démontre, c'est que ce sont les premiers emplois qui vont être en mesure d'être automatisés parce que c'est du intellectual manual labor. C'est des tâches qui sont souvent répétitives, à faible valeur ajoutée, soit physique, soit intellectuelle. Donc, la première chose, si la pénurie de main-d'œuvre, vous souffrez surtout dans ces régions-là, votre entreprise, ça devrait être les premières choses que vous considérez à automatiser. Il y a 2 autres choses que je veux sortir de ça. Il y a 2 ans, ça, c'était le graphique qui ressortait. Et je vous avouerai que ce graphique-là a complètement changé depuis que ChatGPT est sorti, depuis l'avènement de l'IA générative. Puis je vais vous amener complètement à gauche. Dans le milieu, il y a un point qui s'appelle « pharmacien ». Je ne sais pas si vous le trouvez, là, mais il est complètement à gauche du spectre, ce qui veut dire qu'il y a 2-3 ans de ça, on évaluait que c'était des jobs qui n'étaient pas du tout automatisables. Ma conviction personnelle, c'est que ce n'est pas encore automatisable. Je ne suis pas sûr qu'il y a des pharmaciens dans la salle. Peut-être que oui, I guess. Mais ce n'est pas des jobs qui sont automatisables. Ceci étant dit, on travaille aujourd'hui avec une entreprise québécoise qui fournit une solution. Ils fournissent un software qui donne des informations spécifiques, pour ce que je peux en dire, aux pharmaciens, à plus de 1000 pharmaciens en Amérique du Nord. Donc, eux, leur logiciel, c'est de donner des bases de données aux pharmaciens pour qu'ils puissent prendre les meilleures décisions lorsqu'ils donnent des prescriptions, puis des concentrations, puis lorsqu'ils doivent gérer ce qu'on appelle les interactions. Donc, il y a certains médicaments qui ne peuvent pas être donnés avec d'autres médicaments parce qu'ils vont avoir des effets secondaires. Aujourd'hui, ce qu'on travaille avec eux, c'est de centraliser toutes les informations pharmaceutiques qu'ils ont collectées à travers les données dans leur base de données, que ce soit ce qu'on appelle des monographies, donc les documents que les entreprises pharmaceutiques vont publier, que ce soit les avis de Santé Canada ou que ce soit la littérature scientifique. On met tout ça dans une grosse base de données. Et ensuite, on vient mettre une IA générative par-dessus. Et demain, ce qu'on va offrir aux pharmaciens, c'est un chatbot où est-ce que le pharmacien va être en mesure d'uploader vos informations. Donc, j'ai tel patient, tel âge, telle condition, etc. Et le pharmacien va être en mesure de juste poser sa question. Je dois prescrire telle chose, quelle concentration serait la bonne? Puis bam, on va tout de suite dire la bonne réponse. L'IA générative va sortir, selon la littérature, quelle devrait être la bonne prescription. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà remarqué, lorsque vous allez à la pharmacie,
Vous allez arriver au comptoir d'accueil, vous allez dire à quelqu'un ce que vous venez chercher. Puis après ça, il y a quelqu'un qui s'en va en arrière sur un ordinateur pitonné. Puis là, vous allez passer 15 minutes à attendre. Je sais ça arrive ou je vois des regards vides. Hein? Non, 15-20 minutes, ça peut être super long. Mais la personne, ce qu'elle pitonne, c'est qu'elle cherche dans toutes les bases de données, toutes les informations sur les interactions, les concentrations. Elle cherche manuellement toutes les informations qui pourraient être critiques avant de vous donner votre médicament. Bien, ce 15-20 minutes-là de pitonnage, ça va devenir un clavardage en quelques secondes. Ça va être l'IA qui va faire le gros de la job d'aller chercher la data. Fait que ça, c'est les pharmaciens. Fait que ça ne va pas être automatisé, mais aujourd'hui, c'est des professions qui sont appelées à complètement changer. Le deuxième, c'est lui dans le milieu. Le troisième que je vais vous apporter, c'est lui dans le milieu. Computer Programmers. Fait que ça, là, c'est nous autres. OK? Ça, c'est des entreprises comme Vuban qui développent des solutions logicielles sur mesure. Ça, c'est des entreprises comme la vôtre qui ont des programmeurs PLC, par exemple, dans vos entreprises, qui doivent maintenir des machines. Aujourd'hui, c'est des professions qui ont, depuis un an, ça a complètement changé chez nous, là. On a des IA qui sont capables d'écrire le code pour nous. C'est pas parfait. Okay? Ça, je vous dis d'avance. Vous ne pouvez pas commencer à bâtir un software super complexe grâce à ça. Mais c'est près du quart, près du tiers de la productivité qui est augmentée. En fait, c'est 30 % de plus de productivité lorsqu'il y a ce qu'on appelle un code review. On revise le code automatiquement lorsqu'on rédige certaines portions. Et sur votre plancher, dans votre réalité, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais l'an dernier, Siemens a établi un partenariat avec Microsoft de plusieurs millions de dollars pour ajouter des fonctionnalités d'autoprogrammation dans toutes leurs PLC. Fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on va bâtir des nouvelles structures de code dans vos machines, bien, ces structures-là vont pouvoir s'autopopuler, vont pouvoir se corriger d'eux-mêmes et on va pouvoir demander la fonctionnalité qu'on veut atteindre, quel est l'objectif, et on va avoir une correction, une autoprogrammation du programme. Donc ça, c'est ce qui va arriver demain avec vos programmeurs pour maintenir vos machines. C'est des entreprises comme Siemens qui le mettent de l'avant. Ça va jusque-là? All right. Maintenant, j'arrive dans le bout reality check que je vous avais parlé d'avance. So, où est-ce qu'on en est par rapport à tout ce que je vous ai présenté, toute cette innovation-là, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui au Québec et au Canada? Vous savez que le portrait est un peu moins beau. La première statistique que vous devez absolument connaître, c'est qu'au Canada, c'est seulement 3,7 % des entreprises qui ont réellement déployé l'intelligence artificielle dans leurs activités. Donc, je ne parle pas de l'essayer. Je ne parle pas d'une preuve de concept. Le pourcentage est un peu plus haut, mais reste très faible. Mais réellement, ceux qui l'utilisent pour gagner un avantage compétitif, c'est seulement 3,7 % de nos entreprises. Savez-vous combien c'est aux États-Unis, à peu près? Combien? 10, 16? Ça s'approche du 25. Ça s'approche du 25 aux États-Unis, le taux d'adoption de l'intelligence artificielle. J'ai beaucoup aimé l'atelier ce matin sur ce qu'on faisait au niveau de bien identifier les défis principaux de la maintenance dans des infrastructures vieillissantes. Puis tout le monde, systématiquement, chaque table a parlé de la connectivité et des données comme étant une pièce maîtresse pour prendre les meilleures décisions de maintenance. Puis ce qui est fascinant, c'est que la majorité des entreprises ne valorisent pas ces données-là à leur plein potentiel. Les entreprises dorment sur une montagne d'informations, mais ils se basent encore sur leur feeling puis des statistiques plus traditionnelles pour prendre des décisions, alors qu'aujourd'hui, l'IA a démontré ses preuves pour prendre ce type de décision-là beaucoup mieux qu'un humain. Vous savez, c'est quoi le paradoxe, sauf au Canada? Ça, c'est ce qui me fait capoter, pour être honnête. Au Canada, là, on se situe, selon une étude de Scale AI de l'an dernier, on est le deuxième pays au monde avec le plus de publications scientifiques en intelligence artificielle par capita, par personne. Donc, lorsqu'on ajuste en proportion de notre population, on est le deuxième pays avec le plus grand pool de talents en intelligence artificielle qui émettent ces publications scientifiques-là reconnues. Je vous jure, on a du monde complètement incroyable en IA au Canada que malheureusement, on exporte ailleurs parce que la demande n'est pas chez nous. On a des grands scientifiques comme Yoshua Bengio, que vous avez peut-être vu passer dans des articles, qui a gagné l'équivalent du prix Nobel, qu'on appelle le prix Turing, en intelligence artificielle. C'est un des fondateurs de l'IA, puis il est chez nous, il est à Montréal. Aujourd'hui, les pays du monde nous regardent au Canada pour savoir comment faire pour se développer ce pool de talent-là,
mais c'est seulement 3,7 % des entreprises qui l'utilisent. Complètement capoté. La dernière information que vous devez savoir, c'est qu'en 2022, donc l'an dernier, une autre étude démontrait que le Canada était le premier pays au monde, dans la qualité de sa stratégie gouvernementale en IA. Le Canada a investi plus de, je ne sais plus combien de milliards en tout, là, mais ils ont émis plusieurs fonds qui payent aujourd'hui chacun des projets en IA à hauteur de 50 %. Ça, c'est la réalité. La plupart en fait, tous les projets que vous allez faire au niveau de l'intelligence artificielle vont être payés par un palier gouvernemental ou un autre à hauteur de 50 %. J'ai un petit fait saillant à vous dire là-dessus, sauf sur le Québec par rapport au Canada. Il y a 5 ans, le Canada a ouvert 3 super grades de financement que sont Scale AI, qui est au Québec, NGen pour Next Generation en Ontario et Digital Supercluster à Vancouver. Chaque super grade avait reçu 500 millions de dollars à donner aux entreprises. C'est des subventions. Là. 500 millions, l'objectif, c'était de vider les coffres puis de le donner dans vos poches pour faire des projets d'IA. L'Ontario a vidé son fonds en un peu plus de 3 ans. Sur les 5 ans, l'Ontario a vidé NGen 3 ans et demi. Digital Supercluster, 4 ans. Québec, Scale AI, après 5 ans qui était le terme du fonds, il restait encore pas loin de 200 millions d'un coffre qu'on n'avait pas utilisé. Puis ils ont été obligés de demander un renouvellement pour réutiliser cet argent-là jusqu'en 2028. La même chose est arrivée chez InvestAI dans un autre fonds. Ça l'arrive partout. Okay? Fait que c'est pas vrai là, qu'on n'a pas de talent, c'est pas vrai qu'on n'a pas d'offres, c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'argent pour faire de l'IA. Il y en a plein, mais les entreprises ne vont juste pas le chercher. Ça, c'est la réalité. Fait qu'il y a une énorme différence entre ce qu'on applique et ce qu'on offre en termes de talent et en financement au Canada. Je passe celle-là parce que le temps file vite. Voici où est-ce que ça nous mène, tout ça. L'OCDE, qui est une organisation de commerce mondiale, a prédit dans son étude de 2021 que le Canada va être l'économie la moins performante de tout l'OCDE, et ce, jusqu'à 2030. Je prends une petite pause pour être sûr que ça rentre bien. Là. Le Canada, aujourd'hui, va se retrouver comme l'économie la moins productive de tous nos pays compétiteurs. Ce genre de statistiques-là, ça me fait un peu capoter parce que j'ai 2 petits-enfants que j'adore, qui vont grandir dans cette économie-là canadienne. Puis aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de bâtir une économie qui a toute la capacité d'innovation, il y a du cash pour innover, mais ultimement, on n'en prend pas parti, puis c'est l'économie de demain qu'on est en train de bâtir. Fait que le Canada, on doit se faire un reality check de notre manque de productivité, puis d'à quel point on a la capacité chez nous d'innover, puis il se fait des maudits beaux projets, puis ça, j'y reviens. Okay? Ça, c'est le volet reality check, mais j'y reviens, il y a de la belle innovation qui se fait chez nous, puis on a les capacités, on a les moyens de nos capacités. Ça va pour ça? Dernière petite question, dernière reality check. Est-ce que vous croyez que la pénurie de main-d'œuvre va aller en s'améliorant? Là, vous souffrez aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que ça va s'améliorer dans les prochaines années, qu'on est au pic aujourd'hui? À main levée, ceux qui croient qu'on est pas mal autour du pic en ce moment. C'est correct? Là? Aujourd'hui, ce que vous vivez, c'est 252 000 postes vacants. Donc, la dernière statistique, c'est qu'au Québec, il y a 252 000 emplois vacants dans l'industrie. En 2030, ça va être 1,4 million de postes qui vont être vacants. Si vous avez mal aujourd'hui, puis que vous avez de la misère à produire parce qu'il vous manque de staff, bien en 2030, ça va être encore pire. Il n'y aura pas plus de personnes pour combler les emplois et les besoins que vous vivez aujourd'hui. Il faut se tourner vers l'automatisation. C'est notre seule façon de regagner en compétitivité mondiale. Maintenant, le volet solution. C'est surtout ça que je voulais vous retenir de ma présentation aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourriez faire différemment avec de meilleures informations en main? Une chose que j'ai captée de vous tous ce matin, c'est que vous avez des données, vous êtes dans votre processus de transformation digitale, puis que vous avez cette capacité-là aujourd'hui de valoriser les informations. Rapidement, il y a 4 choses que vous devriez arrêter de faire, puis ensuite, je vais vous les mettre dans des exemples concrets à appliquer à la maintenance industrielle. La première chose, c'est d'arrêter de regarder des choses avec vos yeux, surtout de façon répétitive.
Un des premiers use cases qu'on regarde dans les entreprises manufacturières, c'est du contrôle de la qualité ou du contrôle de procédé. Où est-ce qu'on est capable de mettre des caméras pour détecter lorsque la courroie est offset, pour détecter lorsqu'il y a un craquement, pour détecter lorsqu'il y a des personnes qui ne portent pas leur équipement de sécurité sur des chantiers. C'est toutes des choses qu'une caméra peut faire 24 heures sur 24, pas de break, pas de café, pas rien, de façon beaucoup plus précise qu'un humain. Deuxième chose, arrêtez d'essayer de prédire des facteurs basés sur des données. À moins que vous ayez un super ordinateur dans votre cerveau, puis je vous le souhaite, l'humain est capable en général de prendre en considération maximum 7 variables en même temps avec une coupe de café dans le corps. Okay? La vérité, c'est que vous avez beaucoup plus que 7 variables. Vous avez des montagnes d'informations sur lesquelles vous pouvez reposer vos décisions. Essayez d'avoir de l'aide par un ordinateur pour vous aider dans cette prise de décision-là. Cessez de calculer et de faire de la saisie manuelle. Si vous tapez des choses manuellement toute la journée dans vos systèmes, il devrait y avoir une automatisation des processus. C'est dans les premiers quick wins que vous devriez faire pour assurer que la qualité de l'information se retrouve dans l'ensemble de la chaîne. Et finalement, s'il y a beaucoup de papier dans votre business, ça devrait être un des premiers red flags que vous levez pour dire « Tant que c'est sur le papier, je ne suis pas en mesure de valoriser cette information-là. Je ne pourrai jamais faire de l'IA sur du papier. » La première chose, c'est de digitaliser vos opérations. Maintenant, des idées appliquées à la maintenance industrielle. La première chose, c'est la maintenance prédictive. Probablement, je commence avec celle-là parce que c'est le volet que vous connaissez probablement le mieux. Aujourd'hui, on déploie, notamment, s'il y en a qui étaient là hier, c'est l'exemple qu'on avait avec l'entreprise Robco, on déploie l'intelligence artificielle pour capter des données sur vos machines, pour être en mesure de prédire des anomalies, de prédire des bris et même de prescrire quelle solution devrait être apportée. Cela, je vais sauter rapidement parce que c'est probablement le plus évident. Le deuxième, c'est l'automatisation de la documentation. Dans la plupart des entreprises que j'ai eu la chance de visiter dans les 10 dernières années, il y a beaucoup d'efforts qui est mis à documenter les causes de downtime. Donc, lorsqu'il y a un arrêt, il y a beaucoup d'efforts qui est mis à ce qu'un opérateur rentre pour quelle raison il y a eu un downtime. Certaines entreprises vont aller jusqu'à faire de la catégorisation. Fait que ça, c'est bien, de déjà définir des buckets qui vous aident à prendre les meilleures décisions de quelles sont les causes principales. Mais la vérité, je serais curieux d'ouvrir chacune de vos bases de données. Là. Vous avez probablement des champs de texte libres où est-ce que les opérateurs vont entrer manuellement la raison, la cause, avec des qualités d'information variables. Okay? Puis des détails variables. La beauté, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative, comme ChatGPT, peut faire du sens d'informations non structurées. Aujourd'hui, dans certaines des entreprises qu'on accompagne, on passe tout leur backlog non structuré de cause de downtime, puis on demande à l'IA de dire « mets-moi ça dans les buckets suivants », qui sont mes catégories que moi, je veux suivre. Ensuite, on dit « Ah, ben, tel commentaire faisait probablement référence à un bris mécanique, par exemple, de la courroie. » Donc, on vient faire de la catégorisation automatique de backlog de maintenance et de systèmes qui sont non structurés. Puis, un coup que vous avez vos réelles causes structurées, bien là, vous pouvez faire beaucoup plus d'analyse de tendance. Troisième, j'en ai parlé, l'assistant virtuel pour le dépannage. Donc, formaliser les connaissances de vos employés. Toute la documentation que vous avez dans vos équipes, centraliser ça dans des bases de données. Et ensuite, ayez une intelligence artificielle qui devient votre super opérateur périn, qui ne partira jamais à la retraite, puis qui va être en mesure d'habiliter chacun de vos nouveaux employés à se faire former et à être capable d'opérer vos machines, d'opérer vos entreprises. Reconnaissance visuelle, je ne dis pas d'installer des caméras dans des pharmacies comme je vous ai présenté au début pour pousser des pubs. Ce que je vous dis, c'est que lorsqu'il y a des procédés qui sont inspectés manuellement, de façon quotidienne, dans des tournées visuelles, une caméra industrielle aujourd'hui, ça se vend pour pas loin de 500$, format industriel. Rajouter un casing avec ça, une lentille, une lumière, vous en avez peut-être pour 2000$. Okay? Donc, c'est des équipements qui, dans certains cas, peuvent être pertinents d'ajouter sur vos lignes de production pour automatiquement détecter des défauts, aussi subtils soient-ils. Puis le dernier, et non le moindre, c'est l'optimisation de la cédule de maintenance. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui sont des planificateurs, planificatrices des cédules de maintenance ou qui font ça dans leur quotidien? OK, parfait, quand même pas mal de personnes, c'est bien. Je ne sais pas à quel niveau vous êtes, mais grosso modo, on a accompagné une entreprise qui était une très grande entreprise dans le domaine de l'acier
à faire des cédules de maintenance optimales. La réalité qu'il y avait eux autres, c'est qu'il y avait un département mécanique, il y avait un département électrique, il y avait un département HVAC et un dernier département qui chacun faisait leur cédule de maintenance. Fait que dans le meilleur des mondes, si j'arrête la machine pour faire une réparation mécanique, bien, autant faire la réparation électrique que je devrais faire en même temps. Right? Tout le monde est d'accord avec ça. Okay? Ça, c'est sur papier. Mais dans la vraie vie, lorsque la pièce arrive une semaine en retard, finalement, lorsque c'est compliqué de communiquer entre les départements, il y a des scénarios de cédules qui sont sous-optimales, qui causent plus d'arrêts machine que ça devrait, dans le fond. Aujourd'hui, ce qu'on utilise, c'est l'IA qui va générer de façon objective quelle devrait être la cédule interdépartement des différentes maintenances. Cet outil-là est connecté sur les inventaires de pièces de rechange, est connecté sur le GMAO, c'est connecté sur toutes les informations qu'un planificateur ou une planificatrice doit prendre pour faire une cédule. Puis on propose une cédule. Là, je vais être clair. Aujourd'hui, ce n'est pas l'IA qui détermine automatiquement la cédule. La plupart du temps, on a tort sur un point ou deux. Mais la vérité, c'est qu'au moins tout le monde est autour de la table avec une première version de mathématiquement ce qui semble être la meilleure cédule. Puis ensuite, on se challenge. On bouge des choses. Il y a des variables que l'ordinateur n'a pas pu prendre en considération, mais on part tous d'une compréhension commune de ce que mathématiquement, ça devrait être. C'est ça qu'on fait aujourd'hui au niveau de la cédule de maintenance. Il y a tellement de possibilités. Je vous ai nommé 5 possibilités, là, mais j'aimerais ça vous présenter plein d'autres projets. Il y a beaucoup de possibilités. Il y a encore plus de buzzwords et de bruit dans les médias sur l'intelligence artificielle. Fait que comment y voir clair là-dedans, c'est ce qu'on se fait demander le plus. Par où partir? La première chose que vous devriez faire, avant de celle-là, la première chose que vous devriez faire, c'est de vous regrouper en équipe pour identifier des tâches que vous avez qui sont à non-valeur ajoutée, soit que vous avez de la difficulté à combler, soit qui causent des coûts importants dans votre procédé ou qui vous empêchent d'avoir des revenus supplémentaires. Mais vous pouvez et vous devez faire ce job-là de réflexion de comment est-ce que l'IA pourrait aujourd'hui m'aider dans mes décisions. C'est le premier pas. C'est d'identifier des quick wins. Et c'est par là qu'on commence avec tous nos clients. On les met autour de la table et on dit où est-ce que tu gagnes beaucoup d'argent puis où est-ce que tu perds beaucoup d'argent. Là, on commence à parler autour de ça. Puis l'idée pour vous, là, c'est de vous embarquer dans un projet quick win. Aujourd'hui, les projets d'IA, ça peut avoir des paybacks de 6 mois. J'ai vu des paybacks de même pas 3 mois. Ce n'est pas des projets qui sont obligés d'être coûteux. L'idée, c'est de dire, hey, on va faire de quoi de petit, là, mais on va commencer à valoriser nos données, puis on va convaincre le management autour de ça. On va avoir un premier succès, puis on va bâtir là-dessus pour ajouter ça dans le roadmap stratégique de l'entreprise. Mais il y a plein de choses que vous pouvez faire à l'intérieur de vos départements, juste en commençant à réfléchir sur quelles données qu'on a, comment est-ce qu'on peut les valoriser, c'est quoi un bon quick win, par où partir. Je termine, il me reste 2 minutes. Je vais vous présenter un des 2 cas d'usage pour ceux qui n'étaient pas là hier. C'était une entreprise qui s'appelle Robco. Et même ceux qui étaient là hier, en fait, Jocelyn, qui est vice-président innovation de Robco, a été trop humble pour partager les résultats statistiques de son projet. Robco, grosso modo, c'est un fabricant centenaire québécois, donc business de plus de 100 ans, qui fabrique des garnitures en tresse qui agissent comme des joints d'étanchéité dans des équipements rotatifs. C'est un équipement extrêmement standard, mais qui, pour des entreprises, pour n'importe quelle entreprise qui a besoin de ça dans des environnements extrêmes, vont perdre des centaines de milliers de litres d'eau par jour. Parce que grosso modo, l'équipement, pour qu'il puisse fonctionner correctement, on doit ajouter un eau de refroidissement dans l'équipement pour pas qu'il y ait trop de friction, pour que l'arbre rotatif tourne bien. Et aujourd'hui, il faut faire des maintenances sur ces équipements-là. Les maintenances, on peut en voir, je vais les mettre en 2 catégories. La pression de l'eau de refroidissement qu'on doit injecter dans le procédé, qui, plus elle est élevée, plus on perd de l'eau dans le procédé et qu'on doit l'enlever plus tard dans le procédé, mais qui, lorsque la pression est trop faible de l'eau, bien là, on surchauffe l'équipement puis on réduit sa durée de vie. L'autre volet, c'est la compression. Donc, on vient compresser la garniture en tresse pour être en mesure qu'elle soit étanche. Si elle n'est pas assez compressée, ça coule. Si elle est trop compressée, ça chauffe. Okay? Et ultimement, il n'y a aucune façon aujourd'hui de monitorer l'état de compression du joint d'étanchéité et sa performance. Donc, ce qu'on est venu faire,
on a rajouté une série de capteurs au-dessus des pompes, au-dessus des équipements rotatifs, qui prennent plusieurs signaux, évidemment, à chaque seconde. Et aujourd'hui, on a une intelligence artificielle qui prédit quel est l'état de serrage, quelle est la qualité de la garniture en tresse au niveau de son étanchéité, et qui vient prescrire des actions de maintenance aux opérateurs. Va resserrer, va desserrer, augmente la pression d'eau, réduit-la. Et tout ça, qu'est-ce que ça apporte? Ben, on vient réduire de 30 % les pertes d'eau de refroidissement. Ça, c'est combien? Ben, grâce à l'IA, aujourd'hui, Robco sauve par usine et par jour 500 000 litres d'eau grâce à l'IA appliquée à la maintenance industrielle. Un exemple très concret d'une PME québécoise, centenaire, c'est pas très gros Robco, mais qui utilisait l'IA pour avoir un impact environnemental important et s'améliorer et innover. Il y a beaucoup d'argent sur la table, beaucoup. Skelly il leur reste de l'argent, Investea, il leur reste de l'argent, il y a plein de programmes, donc attendez pas pour innover. C'est ce que je voudrais vous laisser comme mot de la fin. Et je vais être heureux de prendre toutes vos questions. Vous les aviez toutes posées hier, j'imagine? Ou vous allez toutes les poser durant l'heure du dîner? Bonjour. Bonjour. OK. J'ai une question. Aujourd'hui, dans la gestion de maintenance en général, on a une difficulté qui est celle du changement lorsque on veut apporter des nouvelles pratiques et des nouvelles façons de travailler. Avec cette IA, tel que j'ai compris, on a des documents parfois qui arrivent, il faut fournir les données pour qu'elle interprète pour des prévisions ou peut-être pour plusieurs autres choses. Comment est-ce qu'avec l'IA, ça peut gérer le changement dans une entreprise? Comment ça peut se passer? C'est une très bonne question. Si je l'ai bien interprété aussi, c'est par où commencer pour motiver le changement puis convaincre l'entreprise d'aller de l'avant avec une solution. La beauté, particulièrement avec l'IA générative, c'est que très rapidement, vous pouvez faire une preuve de concept. C'est moi, ce que je vous recommanderais, là, pour prendre votre exemple de on a de la documentation, je serais curieux d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut synthétiser l'information puis avoir un chatbot pour interagir avec mes documents, par exemple. Bien, la beauté, c'est que viens me voir à la pause, je vais pouvoir dire exactement des sites web que tu pourrais utiliser. C'est soit gratis ou ça coûte une cinquantaine de piastres. C'est pas parfait, mais tu vas pouvoir uploader des documents là-dessus puis commencer à interagir avec le modèle. Donc, la beauté de l'IA générative, c'est que c'est démocratisé plus que jamais. C'est particulièrement une technologie où la première étape, ce serait juste faire une preuve de concept, d'avoir des résultats préliminaires pour démontrer que, hey, ça, c'est des petits essais que j'ai faits, mais si on fait ça à la grandeur de l'entreprise, qu'on le standardise, qu'on met de la sécurité informatique là-dedans, bien, voici ce que ça pourrait donner. Fait que, pour tout ce qui est gestion du changement, l'IA générative nous permet de faire des POC très rapidement pour convaincre la direction d'emboîter le pas. Là. Merci Alexandre pour la présentation super intéressante. Merci. Ma question est sur par rapport au retard qu'on a au Québec pour l'intégration de la nouvelle technologie, IA entre autres. Ouais. Ce que j'avais remarqué, c'est qu'on a une plus basse tolérance pour ce qui est nouveau, pour ce qui est tolérance au risque. On aime moins des choses pas sûres, nouvelles, risquées, qui viennent sortir d'Internet. Alors, as-tu des recommandations pour passer à travers ça? Oui, c'est une bonne question. Merci beaucoup. Je vais être honnête, j'ai de la misère encore avec ces années de mettre le doigt sur le bobo exactement sur la raison singulière pourquoi le Québec, on accuse autant un retard. Puis si j'avais la réponse, je pense que n'importe quel gouvernement serait intéressé de l'entendre, mais je pense que c'est une réponse qui est peut-être un peu plus complexe, parfois un peu même culturelle. Le volet, sauf qu'il faut garder en tête, c'est que oui, lorsqu'on fait j'ai eu la chance de faire des projets au Québec comme aux États-Unis, non seulement on n'a pas la même tolérance au risque, mais on n'a pas la même vision d'un ROI. Je veux revenir à la différence entre acheter une machine qui remplace X nombre d'équivalents temps plein ou qui augmente la productivité de 2 %, ça, c'est facilement quantifiable. Mais lorsque vient le temps de faire un projet logiciel, bien là, on a beaucoup plus de réticence lorsqu'on fait les mêmes hypothèses puis on calcule le ROI. On a beaucoup plus de freins sur justifier nos budgets. Donc, ça, c'est un peu le volet culturel. La bonne nouvelle par rapport à ça, c'est là que le gouvernement canadien et québécois se positionne premier en stratégie en IA, c'est qu'il y a de l'argent, des subventions pour dérisquer ça.
Fait que la meilleure façon de le voir, c'est de dire s'il y a une réticence dans vos organisations sur déployer l'IA parce que ça ne passera jamais côté ROI ou peu importe, bien, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des programmes qui vont payer 50 du bill. Puis, ça, c'est une bonne façon de dérisquer financièrement les projets. Puis ensuite, pour dérisquer techniquement les projets, bien, on est un peu dans Perfect Storm aujourd'hui, puisque l'IA générative, lorsque utilisée, permet de faire des preuves de concept pendant quelques semaines. Fait que c'est une question que j'aimerais tellement avoir la réponse sur la raison singulière pourquoi le Québec, on accuse un retard. Je n'ai pas la réponse, mais ce que je peux dire, c'est qu'au moins, je pense qu'on va dans le bon sens en encourageant financièrement les entreprises à innover. Puis aujourd'hui, la technologie nous permet de faire des preuves de concept plus rapides que jamais. Merci. Merci à toi. Dernière question ici à gauche. Yes. Je voulais savoir, au niveau des subventions, y a-t-il moyen d'imbriquer des fois? Il y a le 50 mais je vais donner l'exemple personnel. Ma femme a une petite entreprise. J'ai une idée d'intelligence artificielle depuis 5 ans qui peut quasiment faire en sorte qu'elle ne travaille plus puis elle fait le même cash. Mais peu importe qui j'appelle, c'est comme, on ne prend rien en bas de 200 000, 250 000. Pour un travailleur autonome, il reste que tu as encore 120 125 000 à mettre de tes poches pour ça, le ROI. Y a-t-il d'autres choses pour aller dérisquer encore le 125 ou aider à subventionner ça? Parce que, tu sais, des fois, on dit pourquoi qu'on n'embarque pas. Le Québec, là, c'est des travailleurs autonomes, c'est des petites business. Tout à fait. Puis du 200 000, 300 000, ça n'a aucun bon sens. Fait que, y a-t-il quelque chose que. Y a-t-il une craque, y a-t-il une zone grise qu'on peut embarquer là-dedans parce qu'on y croit, mais que ça. C'est juste impossible. Là, on n'est pas toutes des multinationales, tu comprends? C'est une excellente question. C'est ce qui fait le question. Québec aussi, cette tranche d'entreprise-là, elle existe. Là, c'est une excellente question. Pour renforcer sur votre point, vous avez raison, là, la plupart des programmes de subvention vont avoir des seuils minimaux qui sont au-delà du travailleur autonome. Fait que ça, c'est vrai que c'est une réalité que beaucoup des programmes veulent viser la PME peut-être un peu plus, puis la grande entreprise à innover. Ceci étant dit, puis je serais ravi d'en discuter à la pause, il y a d'autres programmes qui viennent d'être créés cet automne qui n'ont pas de seuil minimaux puis qui visent à donner des 50 de remboursement sur des budgets parfois de 20 000, parfois de 10 000, parfois de 50 000. Fait qu'il y a d'autres programmes que je serais ravi de te partager qui pourraient être un bon premier pas là, pour dérisquer financièrement le projet. Merci beaucoup. Merci à vous.